à tous, vous allez pouvoir suivre dans un instant l'examen et le vote de la proposition de loi sur la lutte contre la prostitution. Un texte voté mais profondément modifié par le Sénat puisque les sénateurs ont supprimé la pénalisation du client et réintroduit dans le texte le délit de racolage. Un vote qui a déclenché la colère des associations mais aussi des politiques. Juliette Méadel, porte-parole du Parti socialiste, a parlé de régression scandaleuse, des propos repris par la ministre de la Santé et des Affaires sociales, Marisol Touraine. Le texte devrait d'ailleurs être de nouveau profondément modifié lors d'une deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Nous en venons à présent à ce qui a été la partie la plus médiatisée de cette PPL, à savoir l'interdiction ou non de l'achat d'actes sexuels. Cette question a cristallisé toute l'attention, bien souvent au détriment d'ailleurs du reste de la PPL. Et je regrette avec la majorité de mon groupe que la commission spéciale nouvellement élue ait confirmé ce que l'ancienne commission spéciale d'ailleurs avait fait, c'est de supprimer cet article 17. Alors pourquoi est-il important pour moi comme pour la majorité de mon groupe de revenir au texte qui a été voté par l'Assemblée nationale ? Comme chacun sait, la France est depuis 1960 et la ratification de la Convention des Nations Unies un pays abolitionniste. La République reconnaît en effet depuis lors, je cite, que la prostitution et le mal qui l'accompagne, à savoir la traite des êtres humains en vue de la prostitution, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine et mettent en danger le bien-être de l'individu, de la famille et de la communauté. Il paraît donc indispensable de mettre fin aujourd'hui à cette violence que constitue la prostitution. Violence, car comment réfuter que celui qui paye attend la pleine satisfaction de ses exigences, s'arrogeant tous les pouvoirs? On en a beaucoup débattu. Les témoignages recueillis durant le procès dit du Carlton ont d'ailleurs mis en lumière cette réalité. Si les clients décrivaient ces relations tarifées comme des parties fines entre amis ou des pratiques libertines, les mots utilisés par les prostituées rentraient, eux, dans le champ lexical de la violence. Ce que nombre d'entre nous défendons avec donc la réintroduction de cet article, c'est de faire entrer l'achat d'actes sexuels dans la catégorie des infractions pour marquer un interdit en tant que violence extrême. Ne pas mettre la pénalisation des clients, c'est tolérer ces violences sexuelles et tolérer le fait qu'on fasse du corps une marchandise, un commerce. Les arguments qui nous sont opposés portent sur la difficile constatation d'un tel délit, sur l'aggravation de la situation pour les prostituées, sur la constatation d'une certaine misère sexuelle à laquelle la prostitution serait la seule réponse. Et maintenant, un nouvel argument sur la notion de prostitution contrainte, ce qui sous-entend qu'il y aurait une prostitution librement choisie, alors qu'on sait, chiffre à l'appui, qu'elle est extrêmement minoritaire. Donc on va légiférer sur la généralité ou sur quelques cas isolés. L'exemple de la politique menée depuis plus de 15 ans en Suède est utilisé par les pro-pénalisations comme d'ailleurs par les anti. Toujours est-il que le commissaire au sein de la brigade anti-prostitution de Stockholm, que nous avons écouté en audition, affirme son efficacité notamment sur les mentalités. Aujourd'hui, il est socialement inacceptable d'acheter des prestations sexuelles en Suède. 70% des Suédois sont favorables à la loi et ce soutien est particulièrement fort chez les jeunes. Preuve que la loi peut faire bouger les mentalités, peut travailler les mentalités. Il est impossible, à mon avis, de réellement s'attaquer au système prostitutionnel et à toutes les violences qu'il engendre sans pénaliser l'achat d'actes sexuels, donc sans dire une bonne fois pour toutes que les clients font partie de ce système prostitutionnel. Jean-François Corti, directeur des missions France de Médecins du Monde, affirmait dans l'Humanité de ce jour « Ce n'est pas parce qu'on aura pénalisé les clients que les prostituées auront à manger dans leur assiette ». Certes, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on attend par cette loi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'experts qui disent non, il ne faut pas pénaliser l'acte sexuel tarifé, comme si ça devait répondre à toutes les questions qu'on se pose au travers de la réalité de la prostitution. Il ne faut pas faire dire à cette loi plus qu'elle ne veut dire. Elle marque des jalons pour mettre fin à ce système et pour considérer tous les protagonismes comme des acteurs à part entière. Et refuser de faire entrer effectivement les clients dans le système prostitutionnel, c'est réfuter
toute la réalité de la prostitution. Alors quand j'entends « il nous faudrait un peu plus de temps pour travailler », mais qu'est-ce qu'on a fichu pendant tout ce temps au Sénat ? Enfin, on a eu plus d'1 an pour travailler avec 2 commissions spéciales. Et moi, j'ai l'impression qu'on travaille au Sénat. Alors, il est question, à mon avis, là, autant dire les choses, d'un vrai désaccord et d'une volonté politique de faire ou de ne pas faire. C'est pourquoi je trouve très important de soutenir cette proposition de loi telle qu'elle a été votée au niveau de l'Assemblée nationale. Et je pense qu'il faut vraiment réfléchir aux actes que l'on commet au niveau du Sénat, avec ce qu'on vient de faire à une voix près de réintroduction du délit de racolage. Là, on en rajoute et on vide totalement la loi de toute sa substantifique moelle. Merci, Madame Laurence Cohen. Madame Catherine Génisson avait demandé la parole également. Oui, merci, Monsieur le Président. Je suis un peu étonnée d'ailleurs que l'on discute de l'article 16, alors que pour l'instant, il est toujours supprimé. C'est pour cela que je ne m'étais pas inscrite plus vite. Pardon ? C'est le règlement ? Ah bon ? Je croyais qu'on discutait sur des articles quand ils étaient dans le texte, mais là, il n'est pas dans le texte. On n'a pas voté des amendements le rétablissant. Enfin, c'est pas grave. Cela me permet de dire d'ailleurs que je veux remercier chaleureusement notre président actuel de la commission spéciale, mais bien évidemment celui qui l'a présidé pendant tous les travaux que nous avons menés depuis l'année dernière, Jean-Pierre Godefroy, et notre rapporteur Michel Meunier. Et je voudrais dire que la qualité avec laquelle ils ont mené les débats sont à la hauteur de la gravité du sujet qui nous occupe. Et j'ai envie de dire qu'ils ont mené vraiment les débats de cette commission spéciale, faisant en sorte de nous faire réfléchir, mais sans jamais nous influencer. Et j'ai envie de dire que quand on voit les positions divergentes de notre rapporteur et de notre président Jean-Pierre Godefroy, cela illustre le fait que, je pense, tous les membres de cette commission spéciale ont tous eu la même exigence, la même obligation de lutter contre ce qui est un mal social dramatique, la traite des personnes, l'esclavage moderne et la lutte contre les réseaux et la lutte contre la prostitution. Quand on le sait aujourd'hui, effectivement, ce sont 97% des femmes qui sont des femmes étrangères et qui sont, j'allais dire, importées dans différents pays pour satisfaire ce qu'il y a sans doute de moins honorable dans notre société. Mais en même temps, si vous voulez, il faut dire aussi que nous avons auditionné, comme cela a été dit, les minorités, celles et ceux qui se revendiquent du travail du sexe. Il faut les respecter, ils sont respectables. Pour autant, je n'ai pas, comme d'ailleurs l'évoquait dans son propos liminaire Madame Joanneau, retenu le principe du respect de la liberté. Je l'ai entendu, j'ai entendu cet argument, mais ce n'est pas cet argument-là que je retiens pour exposer ma position. Je suis profondément engagée pour lutter contre les dégâts, ça a été décrit par beaucoup d'entre nous, de la prostitution sur les femmes, que ce soit les dégâts physiques, que ce soit les dégâts psychologiques, que ce soit les dégâts sociaux. Je suis engagée à 200% pour lutter contre tout cela. Mais j'ai beaucoup écouté au cours de notre commission spéciale toutes celles et ceux qui sont dans le combat, comme nous, pour lutter contre les dégâts et les dégâts dramatiques, les dégâts qui peuvent aller jusqu'à la mort, cela a été dit, de ces femmes prostituées. Toutes ces personnes, qu'elles soient issues du monde de la sécurité, du monde de la justice, et plus encore peut-être du monde de la santé. J'ai été particulièrement sensible à celles et ceux qui sont exprimés au nom du monde de la santé. Il y a eu le témoignage, Laurence Cohen évoquait le témoignage du président de Médecins du Monde, mais j'ai été très, très, très marquée par le témoignage de cette cellule d'hommes, de femmes de l'hôpital Ambroise Paré qui, depuis 25 ans, lutte contre les dégâts de la prostitution. Et toutes ces personnes nous ont dit, ne prenez pas cette mesure, ne prenez pas cette mesure parce qu'elle va rendre, ce qui a été évoqué par beaucoup d'entre nous, les femmes les plus précaires, parce que ce sont celles qui sont dans la rue, ce sont celles qui sont dans les bois, ce sont celles qui sont vraiment dans les conditions les plus précaires d'exposition. On va les rendre plus clandestines, on va les rendre plus invisibles, on va les rendre plus solitaires, on va les rendre rendre leur métier à exercer encore plus difficile. Et en plus, le client qui pourra effectivement se sentir lui-même plus en danger
aura des pratiques encore plus inacceptables, il y aura des exigences en matière tarifaire encore plus acceptables. C'est ce que nous avons entendu de façon unanime. Alors j'entends bien de grandes personnalités médicales comme le professeur Axel Kahn, comme le professeur Israël Nizan, c'est Nizan, oui, c'est ça, qui se prononce pour la pénalisation du client. J'ai envie de dire qu'ils ont un avis tout à fait respectable, mais je ne suis pas sûre qu'ils étaient au cœur du dispositif, qu'ils étaient au cœur des maraudes. J'entends beaucoup plus et je suis beaucoup plus interpellée par la position de Xavier Emmanuelli, dont on sait qu'il a, lui, participé nuit et jour et nuit au combat qui nous réunit aujourd'hui. Mais vraiment, moi, ma position, si vous voulez, elle est basée sur la recherche de l'efficacité absolue. Et je ne suis pas convaincue que le fait de pénaliser le client soit une mesure efficace. Non seulement je pense qu'elle n'est pas forcément efficace, je pense qu'elle peut être contre-productive. Alors me direz-vous, il faut trouver des solutions. Je n'ai pas voté le retour du délit de racolage qui a été proposé par un amendement de notre président avant la fin de séance. Mais je pense vraiment qu'il faudrait que il y ait des moyens, parce que bien sûr, nous sommes tous les uns et les autres d'accord sur le sujet de l'accompagnement social, de la réinsertion des femmes prostituées, mais je pense que c'est un problème de responsabilité, d'engagement budgétaire, d'engagement aussi au niveau humain pour toutes celles et ceux qui sont partie prenante de la lutte contre la prostitution, qu'il faut mettre en place avec beaucoup plus d'énergie encore, même si le gouvernement actuel fait beaucoup d'efforts en la matière, pour lutter contre les réseaux. Et je pense aussi que cette lutte contre les réseaux ne doit pas se situer uniquement au niveau de la France, mais là peut-être au moins ce pourrait être un dossier européen qu'il conviendrait de traiter. Merci Madame Genisson. Alors, je suis saisi de 3 amendements identiques. Un amendement numéro 3 rectifié qui est présenté par Madame Cohen. Écoutez, il est défendu parce que je l'ai développé dans mon propos limité. Merci Madame Cohen. Le numéro 12 rectifié bis par Madame Meunier. Madame Lepage. Oui, merci Monsieur le Président. Beaucoup de choses ont déjà été dites, mais laissez-moi préciser un petit peu la visée de cet amendement. L'article ayant été supprimé, l'article 16 ayant été supprimé par la commission spéciale, le présent amendement propose de le rétablir tel que voté par l'Assemblée nationale en première lecture. Cet amendement rétablit donc le 4e pilier de la proposition de loi qui vise à la création d'une infraction de recours à la prostitution d'une personne majeure, punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe. Il prévoit également la récidive contraventionnelle de ces faits, alors punie d'une amende de 3 750 €. La progressivité de ce dispositif pénal tend à accompagner un changement sociétal en interdisant l'achat d'un acte sexuel considéré comme une violence. Cet article est indispensable à l'équilibre et à la cohérence du texte de loi. Il réaffirme clairement la position abolitionniste de la France et permet d'affirmer concrètement que nul n'est en droit d'exploiter la précarité et la vulnérabilité, ni de disposer du corps d'autrui pour lui imposer un acte sexuel par l'argent. La prostitution est un phénomène sexué qui contrevient au principe d'égalité entre les hommes et les femmes. En effet, si 85% des 20 000 à 40 000 personnes prostituées en France sont des femmes, 99% des clients sont des hommes. Dans les années 2000, les personnes prostituées sont à 90% des personnes de nationalité étrangère, alors que cette proportion n'était que de 20% en 1990. Principalement originaires de Roumanie, de Bulgarie, du Nigeria, du Brésil et de Chine, ces personnes sont le plus souvent maintenues sous la coupe de réseaux de traite et de proxénétisme organisé et violent. Les personnes prostituées sont victimes de violences particulièrement graves qui portent atteinte à leur intégrité physique et psychique, comme le démontrent les études réalisées sur ce sujet. Ce constat heurte plusieurs principes fondamentaux de notre droit. En premier lieu, le préambule de la Convention des Nations unies pour la répression de la traite des êtres humains
et de l'exploitation de la prostitution d'autrui du 2 décembre 1949, ratifié par la France le 19 novembre 1960, la prostitution et le mal qui l'accompagne, à savoir la traite des êtres humains en vue de la prostitution, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine et mettent en danger le bien-être de l'individu, de la famille et de la communauté. En Suède, je sais que parler de la Suède fait bondir plus d'un dans cet hémicycle, mais en Suède, où en application de la loi du 4 juin 1998, modifiée par la loi du 12 mai 2011, l'achat d'actes sexuels est puni d'une amende et d'une peine d'emprisonnement. La prostitution de rue a été divisée par 2 en 10 ans. D'autre part, rien n'indique que la prostitution dans les lieux fermés est augmentée du fait de l'interdiction, ni que des personnes qui se prostituent autrefois dans la rue se soient repliées dans des lieux fermés pour exercer cette activité. Il n'existe pas non plus de preuves démontrant l'existence d'un lien entre la pénalisation de l'achat d'actes sexuels et la hausse des violences subies par les personnes prostituées, contrairement à ce qu'avancent certains opposants à la présente réforme. Il faut conclure, Madame Lepage. J'y arrive, Monsieur le Président. C'est d'une minute 10. En posant les règles relatives à l'interdiction de l'achat d'actes sexuels, cet article propose d'agir pour la première fois sur la demande comme étant responsable du développement de la prostitution et des réseaux d'exploitation sexuelle. C'est un signal fort au réseau du proxénétisme. Nous faisons le pari qu'en attaquant la demande, la proposition de loi dissuadera efficacement les réseaux proxénètes d'investir sur un territoire dont les législations sont moins favorables aux profits criminels. Enfin, cet article responsabilise le client et renverse la charge de la preuve qui pèse aujourd'hui sur les personnes prostituées par le biais du délit de racolage que nous venons de rétablir. Madame Joanneau, sur le 31 rectifié. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, beaucoup a été dit. Le problème, je le répète, je l'ai dit dans mon discours tout à l'heure, le problème est assez simple. Est-ce que nous choisissons de conserver la législation actuelle ou est-ce que nous évoluons vers la pénalisation du client, sachant qu'ici, dans une très grande majorité, personne n'est pour le réglementarisme. Conserver la législation actuelle, ça a été efficace sur la prostitution dite traditionnelle, c'est-à-dire faire peser la présomption de culpabilité sur la personne prostituée, puisque cette prostitution dite traditionnelle, effectivement, est en train de disparaître. Par contre, ça a eu un effet pervers, c'est que ça s'est accompagné, ça a même favorisé finalement le développement des réseaux et donc la prostitution sous contrainte. D'où la nécessité de faire évoluer notre législation. La réalité de la prostitution, c'est que les personnes prostituées, on l'a tous dit, on l'a tous reconnu, sont d'abord des victimes. Donc il serait logique et cohérent que notre droit le reconnaisse et qu'il cesse de faire peser la présomption de culpabilité sur ces personnes. Deuxièmement, je l'ai dit tout à l'heure, pour un client qui va rencontrer une personne prostituée dans le bois de Vincennes, quand on connaît les conditions d'exercice, on ne peut pas imaginer une seconde que ce client, en toute sincérité, puisse dire « non, je ne savais pas ». Non, non, manifestement, elle était consentante et ça lui fait plaisir. Donc le client a une part de responsabilité face à cette forme de prostitution et il est logique que l'on inverse effectivement la charge de la preuve. Et en inversant le droit, on met le droit du côté des personnes prostituées. Alors oui, Jean-Pierre, j'entends bien ta remarque sur la pénalisation du client qui a recours à une personne prostituée sous contrainte. Et je pense que si chacun était prêt ici à faire un pas, à faire un peu de co-construction, c'est un mot à la mode, on pourrait effectivement aboutir très simplement à un sous-amendement qui intégrerait cette dimension de sous-contrainte dans l'article 225-12-1. Je le propose. Je crains que ce soir, les positions ne soient un peu figées et que, au-delà du débat qui jusqu'ici est très serein et plutôt, je trouve, très responsable, en réalité, on n'arrive pas à faire bouger les lignes. Mais je le propose quand même. Merci, Madame Joanneau. L'avis de la Commission ? Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, donc c'est un amendement qui a fait beaucoup discuter et
qui en est encore la preuve ce soir. Donc à titre personnel, j'ai déjà indiqué que j'étais favorable à l'instauration de cette nouvelle infraction. En effet, cette incrimination permettrait, comme certains membres de la Commission l'ont défendu ici, de renverser la charge de la preuve et de souligner enfin que la personne prostituée n'est pas la responsable de l'acte de prostitution. En plaçant le client comme partie intégrante du système prostitutionnel, l'objectif est de diminuer la demande et d'agir sur l'offre. Cette sanction de l'acheteur, même relativement modérée, a une forte portée symbolique et pose clairement le principe qu'il est inacceptable d'acheter un acte sexuel. Cependant, la commission spéciale a considéré dans sa majorité que les inconvénients qui s'attacheraient à une telle infraction pourraient être trop importants. Donc la commission a ainsi choisi dans sa majorité de confirmer la position qu'elle avait déjà prise en juillet dernier, refusant à nouveau la création de cette nouvelle contravention. Donc c'est un avis de la commission spéciale qui est défavorable. Merci. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais apporter quelques points de précision parce que je crois qu'à ce niveau du débat, nous avons besoin d'être précis et notamment de faire référence à des textes extrêmement précis. La Suède a effectivement adopté le 4 juin 1998 une loi qui rend passible d'une amende et d'une peine de prison toute personne qui se procure des services sexuels en échange d'une rétribution ou d'une promesse de rétribution, quelle que soit la forme que prend celle-ci. La peine de prison d'une durée initiale de 6 mois a été portée à 1 an en 2011. Un rapport d'évaluation portant sur l'interdiction de l'achat des services sexuels publié en novembre 2010 par les autorités suédoises dresse des constats positifs. Il était donc une évaluation de 1999 à 2008. Qu'est-ce qui est noté dans ce rapport extrêmement précis? La prostitution a diminué et la prostitution sur la voie publique en Suède a chuté de moitié depuis 1999. Rien ne permet de conclure que celle-ci ait conduit à un report de la prostitution vers les lieux fermés, ni que cela ait conduit à une plus grande précarisation des personnes prostituées. La loi ne paraît pas avoir conduit les personnes prostituées à refuser toute forme de coopération avec les services de police. À l'inverse, il semble que leurs paroles se soient libérées du fait du changement de regard que porte sur elles la société. Alors que 2 tiers de l'opinion publique étaient opposés à la pénalisation du client avant l'adoption de la loi, cette proportion est aujourd'hui inversée, en particulier chez les jeunes. En 1996, 67% de la population était défavorable à la pénalisation de l'achat d'actes sexuels, 71% y étaient favorables en 2008. Outre une diminution significative du nombre de personnes prostituées, la réforme suédoise a permis de modifier la perception du phénomène prostitutionnel par la population. Ces éléments, puisqu'il faut apporter aussi un renfort de personnalité qui sont indiscutables. Ces éléments ont été confirmés par Madame Liz Tam, chef du parquet international de Stockholm, et Madame Anna Shared, chancelière de justice en Suède, auditionnée en France par la commission spéciale de l'Assemblée nationale et le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Madame Liz Tam a notamment indiqué que les écoutes téléphoniques menées dans le cadre d'enquêtes judiciaires portant sur les réseaux de traite mettent en évidence l'intention des chefs de réseau de quitter le territoire suédois, car les trafiquants estimaient qu'il était devenu trop difficile d'exploiter des femmes à des fins sexuelles en Suède et que le marché était désormais jugé inhospitalier. J'ai rencontré personnellement les ministres des droits des femmes suédoises. Elles font ce bilan très positif en s'appuyant sur ce rapport du gouvernement suédois. Certains, comme cela a été dit, laissent entendre que la prostitution cachée aurait augmenté, mais les enquêtes policières menées sur les crimes liés à la prostitution et la traite n'étayent en rien ces affirmations, et il n'appartient pas à mon gouvernement de faire planer le doute sur un rapport produit par un gouvernement démocratique, membre de l'Union européenne, et c'est ma source sur ce sujet. D'autres pays ont changé leur législation ou sont en train de la changer. Depuis 2009, les législations identiques à celles applicables en Suède sont entrées en vigueur en Norvège et en Islande. En Norvège, à l'automne 2013,
La majorité des partis du gouvernement nouvellement élus et conservatrices a souhaité abroger ou assouplir la loi criminalisant l'achat de services sexuels, mais sur la base d'un rapport pour prendre cette décision. Eh bien, au vu de ce rapport, il a été décidé, finalement, de ne pas revenir sur la loi, puisque les conclusions sont que, comme en Suède, la loi norvégienne a vraisemblablement engendré une évolution des mentalités, et les conclusions du rapport montrent notamment une réduction de la traite. Au Canada, ils viennent d'adopter le 6 octobre 2014 une loi qui sanctionne l'achat d'actes sexuels. En Irlande du Nord, examine aujourd'hui, en ce moment, un texte législatif qui prévoit aussi la pénalisation des clients de prostituées. C'est pour vous dire que nous ne sommes pas seuls à réfléchir à ces sujets, que d'autres ont produit de nombreuses études et rapports pour faire et l'évaluation et les perspectives pour leur nouvelle législation. Je voulais vous apporter ces éléments parce que je pense qu'ils sont aussi extrêmement importants. Il est normal d'ailleurs que nous puissions nous nourrir des réflexions d'autres pays qui nous entourent, qui sont au sein de l'Union européenne avec nous, pour que nous puissions aussi légiférer dans de bonnes conditions. En tous les cas, sur les amendements qui ont été présentés, j'amène évidemment un avis très favorable. Merci, Madame la Ministre. Alors, Madame Blondin a demandé la parole pour l'explication de vote. Oui, j'ai vu. Monsieur le Président, eh bien, Madame la Ministre, vous avez évoqué évidemment le cas de la Norvège, parce qu'il faut regarder autour de nous, dans tous les pays de l'Europe et au-delà, parce que nous ne sommes pas les seuls à réfléchir et à débattre sur ce sujet. Or, effectivement, la Norvège a décidé de pénaliser le client. Et je voulais apporter également un témoignage sur la loi qui est actuellement en cours au niveau du Canada et qui stipule: la prostitution fait apparaître le corps de la femme comme commodité pouvant être achetée. Elle porte ainsi préjudice à toute la société en transmettant le message que les actes sexuels peuvent être achetés par ceux qui le veulent, par ceux qui possèdent argent et pouvoir. Elle a des effets négatifs sur les collectivités dans lesquelles elle est pratiquée en raison des actes criminels annexes. Et je voudrais bien rappeler que, justement, les proxénètes recherchent essentiellement l'argent, le crime, pour obtenir de l'argent. Et je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure en discussion générale, c'est quand même le trafic le plus important qui va générer évidemment des bénéfices pour abonder le terrorisme et autres ventes d'armes. Donc là, je crois que véritablement, nous avons ici un symbole, un interdit à poser. La loi pose un interdit et nous devons le faire. Ça a une valeur symbolique, ça a une valeur réelle aussi sur nos jeunes. Je crois qu'on n'a pas beaucoup évoqué la situation de nos jeunes, mais s'ils voient, regardez un petit peu ce qui se passe dans nos écoles primaires. Vous avez certainement des exemples dans des écoles primaires où des petits garçons très souvent, se livrent à des harcèlements et de type parfois sexuel auprès de leurs condisciples. Et ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire et à bafouer et à évidemment, je trouve plus le terme parce que je suis assez troublée par ça. Je viens de lire dans la presse quotidienne qu'une jeune fille de 19 ans dans la région ouest de la France a été condamnée pour avoir incité deux plus jeunes à faire de la prostitution, à se prostituer, moyennant donc finance. Et le jugement vient d'être fait la semaine passée. Donc je crois que nous avons un signe à donner en faveur de la jeunesse. Et c'est à nous, législateurs, de pouvoir le faire, de montrer cet interdit. Merci, Madame Blondin. Madame Benbassa. Merci, Monsieur le Président. Je vois que l'argument principal des abolitionnistes est le succès que ce dispositif aurait remporté en Suède.
Or, la réalité suédoise n'est pas aussi rose qu'on veut nous le faire croire. Et en tant que scientifique, je vais vous dire que je suis choquée par la manipulation des chiffres dans cette Assemblée. Chacun colporte les chiffres de l'autre, qui sont, quand on regarde les sources, ces chiffres ne sont pas exacts. Bon, et je crois que cela ne relève pas de l'honnêteté intellectuelle. En juillet 2012, et oui, Monsieur Kaltenbach, les scientifiques ont une certaine honnêteté intellectuelle. Voilà. En juillet je ne dis pas que tout le monde n'est pas honnête. En juillet 2012, l'ONU constatait que depuis son application en 1999, la loi suédoise n'avait pas amélioré les conditions de vie des personnes prostituées, mais les avait au contraire aggravées. Selon la police, le commerce sexuel dans la rue a diminué de moitié en Suède, comme l'a dit Madame la ministre. Mais globalement, il reste au niveau qu'il était avant la promulgation de la loi et il est devenu en grande partie clandestin. Il s'est déplacé dans les hôtels et les restaurants, ainsi que sur Internet et au Danemark. Selon les services suédois de la police judiciaire, il est devenu plus violent. Le même constat a été établi par la Belgique qui a pour cette raison renoncé à pénaliser les clients. Selon le rapport produit à la demande du gouvernement suédois en décembre 2013 par le conseil administratif du comté de Stockholm en 2014, alors je vous donne les chiffres, c'est un rapport qui est sorti en suédois et qui vient d'être traduit. Alors je vous donne en anglais et je vous donne les chiffres. Oui, d'accord, madame. Bon. Depuis 1995, le nombre de prostituées femmes dans les rues a baissé de 650 à 250. En revanche, le nombre d'escort girls est passé, et la prostitution en chambre, lui, de 304 à 6 965. Et j'ajoute, toujours dans ce rapport qui a été commandité quand même par le gouvernement, le nombre d'hommes prostitués est passé de 190 à 702. La mesure envisagée entraînerait donc des risques de violence accrus, un accès beaucoup plus difficile à la prévention, aux soins médicaux. Les associations auront plus de mal à rencontrer les prostituées pour leur proposer les aides et services qu'elles leur fournissent aujourd'hui. Un article paru dans la revue très scientifique de Lancet en janvier 2015 souligne les effets dévastateurs de cette précarisation sanitaire, spécialement pour les plus démunis qui exerceront dans les forêts, sur les aires d'autoroute, etc., dans des conditions d'hygiène plus que douteuses. À quoi il faut ajouter une soumission plus forte aux proxénètes qui disposent de studios, d'appartements ou de structures d'accueil où les prostituées se rendront après avoir pris rendez-vous avec les clients. Et encore plus marqués seront les risques d'acceptation des demandes de certains clients, par exemple les rapports sans préservatif. Les étrangères migreront dans des pays où le client n'est pas pénalisé, ce qui ne soustraira pas ces femmes à la prostitution. Celles qui resteront en France, à savoir les traditionnelles ou occasionnelles, devront, pour garder leurs revenus actuels, entrer davantage dans la clandestinité. Soyons pragmatiques, soyons surtout honnêtes. Avec la pénalisation des clients, cette proposition de loi, loin de protéger les prostituées et d'atteindre l'objectif qu'elle affiche, aggravera encore la précarité de leurs conditions. Luttons-nous contre le proxénétisme, contre le mal organisé ou contre les prostituées? Je vous le demande. Cette loi qui était abolitionniste au départ, avec le rétablissement du délit de racolage, est devenue prohibitionniste. Jusqu'où irons-nous pour la vertu que nous voulons appliquer à notre société? Notre société pourrait écouter les personnes prostituées, ce qu'elles disent. C'est nous qui, d'une manière despotique, leur disons comment régler leur vie sexuelle. Merci et je m'arrêterai là. Merci, Madame Benbassa. Monsieur Requier. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Nous voterons en grande majorité contre ces amendements. Pourquoi? Parce que nous sommes majoritairement contre la pénalisation du client. Pourquoi? La prostitution
va devenir de plus en plus clandestine. Les bosquets, les camions, les aires d'autoroute, et là, dans des lieux lointains, sordides, où les prostituées seront mal protégées et à la merci des mafias et des proxénètes, si elles n'y sont pas déjà. Problème d'hygiène et de sécurité. Deuxième chose, la loi est porteuse d'injustice sociale. Parce que qui va-t-elle frapper? Est-ce qu'elle va frapper les émirs, les oligarques, les joueurs de football professionnels de haut niveau, les clients des palaces parisiens, ceux qui se paient des escort girls, là, paraît-il, 1 000 € de l'heure et plus? Bon. D'un côté, vous aurez ceux-là qui sont intouchables, et on fera de la poursuite pénale pour le pauvre bougre, le pauvre malheureux qui se fera prendre au bois de Boulogne ou ailleurs. Mais écoutez, c'est mon avis, vous n'y pensez pas, je vous donne là mon avis. Troisième chose, le droit pénal, pour moi, n'a pas à intervenir dans le domaine des pratiques sexuelles entre adultes consentants. L'adulte a le droit de disposer de son corps. Par contre, les problèmes qui se posent, c'est les problèmes des réseaux, des proxénètes et des mafias. À Paris, nous avons actuellement une brigade de répression du proxénétisme de 50 personnes, 50 policiers. Il serait plus utile, à mon avis, de poursuivre les mafias que de poursuivre les prostituées et les clients. Donc, pour moi, cet article se trompe de cible, et donc, je répète, nous ne voterons pas ces amendements. Merci, Monsieur Roquier. Madame Gontier-Morin. Oui, je voterai évidemment ces amendements. Évidemment, on sent bien qu'on est là avec cette question de la pénalisation sur un des cœurs de la proposition de loi. Je voudrais dire à cet instant que je ne reçois pas le procès d'intention que l'on nous fait, qui consisterait à nous dire que dès lors que nous sommes pour la pénalisation, nous ne respectons pas les personnes prostituées. C'est absolument le contraire, mes chers collègues. Voilà. Je crois que la ministre a donné des éléments d'appréciation sur l'évolution des législations dans notre pays et que peut-être notre difficulté, c'est de sortir de postures préétablies. Vous le savez, la France a choisi d'être un pays abolitionniste. Je crois qu'elle a eu raison de le faire parce que cette question de la prostitution, encore une fois, a bien à voir avec la question de l'égalité homme-femme. Comment peut-on prôner l'égalité et ne pas respecter et considérer qu'on peut acheter un vagin ou le louer? Voilà, je le dis brutalement parce que c'est quelque chose qui me scandalise particulièrement, mais manifestement le chemin va être long et je crois qu'il y a un travail très important à faire en direction de la jeunesse. Et avec cette question de la pénalisation, nous souhaitions avoir un effet pédagogique, poser dans la société un interdit. La moitié de l'humanité ne peut pas considérer qu'elle peut louer une partie du corps de l'autre humanité. Ce n'est pas comme ça que l'on peut construire des rapports d'égalité. Alors moi, je voudrais quand même revenir sur plusieurs idées reçues que je viens d'ailleurs d'entendre redire ce soir. Et par exemple, le fait que, je voudrais préciser que pour moi, ces idées reçues relèvent d'une construction culturelle et sociale et en aucune manière de quelques effets naturels qu'on hériterait. Ainsi, le fait que ce soit un mal nécessaire répondant à des pulsions sexuelles irrépressibles, que les personnes prostituées le veulent bien, voire qu'elles aiment leurs activités et que c'est de l'argent facilement gagné. Je crois que c'est tout à fait le contraire. Et je voudrais vous rappeler un témoignage qui personnellement m'a beaucoup choqué, qui est celui d'inspecteurs de l'IGAS, qui nous ont dit que dès le secondaire, on constatait des relations sexuelles tarifées en échange d'argent ou de cadeaux, avec, pour cette situation de prostitution de très jeunes, le fait même qu'ils n'avaient pas conscience de se livrer à la prostitution. Et donc, évidemment, la question de l'éducation à l'égalité dès le plus jeune âge, la question des ABCD de l'égalité que nous avions en notre temps,
particulièrement soutenues à la délégation me paraissent tout à fait avoir leur place dans le débat que nous menons ce soir. Parce que je vous rappelle que le Code de l'éducation prévoit 2 types de formations qui peuvent se rattacher à cette logique. L'éducation à la sexualité, qui prévoit 3 séances par an dans les écoles, les collèges et les lycées, et la formation à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui prévoit de dispenser à tous les stades de la scolarité sans plus de précision sur les horaires et les niveaux de l'enseignement. Le problème c'est que c'est laissé à l'arbitrage des chefs d'établissement, ce qui veut dire que ce n'existe pas dans tous les établissements et que donc tous les élèves n'ont pas accès à cette connexion sur ces questions-là. Voilà. Je voudrais dire quand même, pour en terminer, que on va peut-être pas voter cette disposition, je le regrette profondément, mais je voudrais quand même dire à ma collègue Madame Génisson que sur la question des dégâts, ça me choque un peu ce qu'elle dit. Madame Génisson, vous me choquez, parce que le meilleur moyen de ne pas faire de mort à la guerre, eh bien, c'est de ne pas faire la guerre. Merci, Madame Gonthier-Maurin. La parole est à Monsieur Godefroy. Madame la ministre, ce sera très bref. J'ai été frappé dans les débats par le fait qu'on laisse entendre que la loi aurait eu des effets très positifs en Suède. J'ai repris un rapport qui ne peut pas être suspect. C'est le rapport de la Fondation CEL. Ça m'a alerté, ça m'a inquiété. Ça concerne la Suède. On y lit ceci, à la page 524. La prostitution masculine en plein essor. J'ai dit, tiens. Et donc, j'ai regardé ce qu'il y avait décrit, et ça m'a inquiété quand on parle justement de l'effet pédagogique de la loi, puisque là-bas, la pénalisation du client, ça date depuis 1998. On y lit que, dans une enquête réalisée par le Conseil national de la jeunesse, en Suède, sur 2254 jeunes Suédois, parus en novembre 2012, 2,1% des jeunes Suédois entre 16 et 25 ans et 0,8% des jeunes Suédoises ont indiqué s'être prostituées au cours de l'année 2012. Soit, au total, ce serait environ 20 000 personnes. Et il est écrit, de plus, les jeunes sont aussi clients, car la moitié des clients des personnes prostituées de moins de 26 ans ont eux-mêmes moins de 26 ans. Et on lit, cette tranche d'âge se montre donc particulièrement tolérante à la prostitution, avec 21,9% des personnes interrogées, notamment les garçons, trouvant acceptable que leur père ait des relations sexuelles moyennant rémunération. Donc je m'interroge sur l'aspect pédagogique, parce que malgré tout, 2,1% d'une population d'une classe d'âge, c'est pas mince. Bon, je tenais à rappeler cet état de fait. Maintenant, concernant, Madame la Ministre, concernant la Grande-Bretagne, vous avez raison, l'Irlande souhaite supprimer la notion donc de racolage, mais contraint. Parce qu'il faut savoir qu'en Grande-Bretagne, le client est pénalisé s'il a recours à une personne sous contrainte. C'est valable en Irlande, en Écosse, au Pays de Galles et en Angleterre. Or, ce que souhaitent les Irlandais, puisque la pénalisation du client existe, c'est simplement qu'on enlève justement contrainte, c'est-à-dire que ce soit pour tout le monde. Ce que les autres refusent, et ça ne peut être adopté en Grande-Bretagne que si les 4 membres de l'Union sont d'accord. C'est justement cette solution qui, moi, m'aurait convenu. Ça mérite une discussion, mais la notion de contrainte, je le répète, aurait cet avantage de pénaliser les clients de personnes qui sont exploitées et de répondre à la Cour européenne des droits de l'homme qui explique que le droit ne peut pas porter à la libre disposition de son corps. Jugement de 2007 que j'ai là. Donc cette notion de contrainte aurait cet avantage. Il répond aux 2 objectifs et il me semblait qu'en le couplant avec une réécriture donc de l'article 13, enfin de l'article 215-10 du Code pénal, nous aurions pu avoir là un texte d'équilibre. Mais ça nécessite effectivement que nous ayons une discussion précise. Et donc, pour ce qui me concerne, je crois qu'en l'état des choses, étant donné les dangers que l'on peut percevoir pour les personnes prostituées, vous savez, je crains fort, moi, qu'on inverse véritablement le rôle. Actuellement,
Bien sûr, ces personnes prostituées n'ont pas beaucoup de moyens de se défendre, mais enfin, elles peuvent quand même se défendre. Elles disent qu'elles sont organisées pour ça. Quand le client va, je dirais, tenir la personne en disant « vous n'aurez pas d'argent si moi je ne viens pas ». Moi, je prends des risques pour venir. Donc, il n'y a pas de discussion préalable, pas de discussion sur la prestation, pas de discussion sur le tarif, pas de discussion sur l'endroit où ça va se produire, et donc dans le secret absolu. Et il n'y a rien de pire pour une personne prostituée que de se retrouver, par exemple, dans le huis clos d'une pièce, seul avec le client. Donc je voudrais convaincre que ma position, ce n'est pas du tout que moi je souhaite défendre le client, mais pas du tout, c'est que je souhaite au contraire pouvoir protéger les personnes prostituées pour ne pas justement les mettre en péril et en danger, c'est-à-dire de ne pas inverser, ne pas transférer ce qui se passe aujourd'hui avec le racolage dans le cadre de la pénalisation du client. Voilà ce que je souhaitais dire. Merci, Monsieur Godefroy. Madame la ministre. Il y a eu des propositions de fait, donc il y en a qui veulent avancer, même si apparemment nous sommes face effectivement pour différents d'ailleurs arguments qui se contredisent, hein, mais avec des avis qui convergent a priori, qui se sont exprimés parfois donc en défaveur de la responsabilisation du client. Mais je ne doute pas qu'à l'article 17, tout le monde sera pour faire de la prévention. Moi, je souhaitais juste attirer votre attention, mais je suis sûre que ça ne vous a pas échappé, parce que vous travaillez sur ce texte depuis très longtemps, que si ce soir, nous ne bougeons en rien sur cette responsabilisation du client, vous nous offrez, on s'offre, entre guillemets, un statu quo, et que, pour le coup, on n'a pas à se chamailler, je dirais, sur les effets de ce statu quo, parce que, quelle que soit la position des uns et des autres ici dans l'hémicycle, les mêmes constats ont été faits à la tribune lors de la discussion générale. Donc là, pour le coup, nous sommes tous d'accord. Et c'est d'ailleurs pour cela, d'ailleurs, que, quels que soient les bancs de cette Assemblée, il a été voté, très majoritairement, tous les dispositifs, justement, de sortie, sur la base du volontarisme, de la prostitution, de l'accompagnement social et sanitaire, parce que pourquoi un accompagnement social et sanitaire? Parce que ces femmes, en majorité des femmes, mais ces hommes aussi, même s'ils sont moins nombreux que les femmes, eh bien sont brisés, tout simplement. Et que nous avons dit et redit les uns et les autres qu'aujourd'hui, l'état de la prostitution en France, c'était quoi? C'était pas comme dans les années 80. Aujourd'hui, 97%, Monsieur Requier, de cette prostitution, c'est des réseaux de traite humaine. Ce sont des femmes qui sont majoritairement des femmes, donc, qui viennent de l'étranger, à qui on subtilise d'ailleurs le passeport, qui n'ont pas de papier, c'est pour ça d'ailleurs que nous avons débattu de cette question, qui sont réduites souvent à l'état d'esclavage, qui sont marquées physiquement, scarifiées ou tatouées pour qu'on puisse les récupérer et les déplacer au gré des besoins des pays et des saisons, du nord vers le sud. Et puis des témoignages lorsque je suis allée sur le terrain avec des associations qui sont d'ailleurs en demande, à la fois qui étaient en demande sur l'article 13 et qui sont aussi en demande sur cet article 16, eh bien, qui ont du mal à gagner cette confiance, qui la gagnent au fur et à mesure et qui, à un moment donné, les voient disparaître pendant 2-3 mois. Ben parce qu'on les déplace, elles disent qu'elles sont en vacances. En fait, ces vacances, ce sont les Euro Centers que vous pouvez trouver en Espagne, aux frontières de la France ou en Italie. C'est ça la réalité. Et nous la connaissons tous ici. Donc, nous sommes en train de débattre et de prendre des décisions extrêmement lourdes et graves, en connaissant l'état des lieux. Et je vous le dis, encore une fois, si nous sortons d'ici sans aucune avancée, puisque déjà l'article 13 est passé, mais sur la prévention et sur la responsabilisation, nous avons accepté donc le statu quo dans notre pays. Merci. Merci, Madame la Ministre. Madame Joanneau, est-ce que vous maintenez le 31 rectifié bis? Oui, Monsieur le Président, je maintiens le 31 rectifié bis, puisque pour
informer nos collègues et à la suite de la discussion que nous avons eue, dont le 31 rectifié, mais enfin si vous écoutez encore, je vous propose de rédiger ainsi l'article 225-12-1, le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre sous contrainte à la prostitution, et tout le reste sans changement, pour introduire la notion de contrainte. À mes collègues qui me disent oh, mon Dieu, si on pénalise le client, on va encore fragiliser la situation de la personne prostituée, et qui viennent de voter le délit de racolage, pardon, mais l'effet est pire pour le délit de racolage, et de fait, je trouve que l'argument ne tient pas très longtemps. Et c'est vrai que là, on fixe un interdit. Bon, on a beaucoup travaillé sur les questions d'hypersexualisation et tout ce qui va autour. Il y a une vraie banalisation du phénomène de la prostitution dans des films, dans des clips vidéo, dans des défilés de mode. Louis Vuitton a fait son défilé sur le thème de la prostitution et ça ne choque personne. Donc on a quand même, parce qu'on est abolitionniste, mais on l'assume, et moi je l'assume comme tel, on a quand même à fixer effectivement des lignes claires dans notre législation. Donc je vous propose ce compromis en introduisant la notion sous contrainte. On peut toujours me dire qu'il va falloir y retravailler. Ça fait effectivement quelques mois qu'on travaille sur le sujet, donc il serait peut-être temps de conclure. Merci, Madame Joanneau. Donc on a bien compris que c'est à l'article 225-12 du 1, sous contrainte, après qui se livre, mais je crois que cet amendement rectifié bis, le 31, est distribué. Madame Cohen a demandé l'explication. Oui, c'est par rapport à la proposition que vient de faire donc Madame Joanneau de sous-amender en quelque sorte donc l'amendement et pour rajouter la notion de contrainte. Ce qui semble aller dans le sens, si j'ai bien suivi les débats, de ce qu'a essayé d'introduire également Jean-Pierre Godefroy, puisqu'il a dit que s'il y avait eu plus de temps, la notion de contrainte. Moi, je trouve que là, sous prétexte de compromis dans l'hémicycle, on est quand même en train de ne pas mesurer ce que vient de dire Madame la ministre. C'est-à-dire, si on admet d'introduire la notion de contrainte, on renvoie dos à dos le fait qu'il y aurait une prostitution librement consentie à part entière. Or, les chiffres, et moi j'ai aussi la prétention d'avoir une honnêteté intellectuelle due à ma formation scientifique, psychologique et parlementaire, qui fait que, en fait, les chiffres nous montrent que la majorité des prostituées sont des prostituées qui sont dans des réseaux et qui sont véritablement soumises aux contraintes de réseaux criminels. Donc, laisser, pour se mettre d'accord, pour avoir un semblant de consensus, etc., rentrer dans ce système où finalement il y aurait une prostitution librement consentie, moi je suis en plein désaccord avec ça. Et ce n'est pas une position dogmatique, c'est une réalité de ce qu'est le système prostitutionnel. Le système prostitutionnel, on l'a dit, c'est un système mafieux. C'est un système qui réduit les femmes, et les exemples ont été donnés, à un véritable esclavage, puisqu'on déplace et on marque ces femmes. Dans une société où il y a, en France, en Europe et dans le monde, un taux de pauvreté, cette pauvreté se décline au féminin, c'est quoi le libre choix? C'est quoi le libre choix? Et quand on nous dit depuis le début de la discussion que les réseaux mafieux sont extrêmement puissants, de plus en plus violents, c'est quoi le libre choix? Donc moi, je crois qu'on a la responsabilité politique d'assumer ce qui se passe réellement, la réalité de la situation, et dire la prostitution est une violence et le client a à être responsabilisé. Et en plus, je mets au défi quiconque de définir ce qu'est la contrainte. Comment on va le faire pour définir la contrainte? On va interroger les prostituées pour savoir si elles ont librement choisi cette activité? Mais elles sont sous la menace. Elles sont menacées sur place et leur famille est menacée.
Alors c'est quoi le... Mais pour quelques pourcentages de femmes et d'hommes qui choisissent, je suis désolée, on fait quand même une exception, Madame Benbassa, là on essaye de légiférer pour tout le monde, alors que jusqu'à présent on fait toujours pour la majorité des lois. Donc il y a quelque chose, là il y a deux poids, deux mesures. Moi je suis vraiment... j'attire l'attention du Sénat, ça peut être une porte de sortie, mais en même temps, on met le doigt dans quelque chose de beaucoup plus grave. Donc je ne suis pas d'accord pour introduire cette notion-là. Yann ? Oui, Monsieur le Président, si c'était possible d'avoir une suspension de 5 à 10 minutes, puisque de toute évidence, les éléments qui ont été rajoutés, s'ils ne changent pas fondamentalement, le texte amène quand même une approche très, très sensiblement différente. Et je pense qu'il est bien que chaque groupe puisse se réunir 5-10 minutes. Bien, merci Monsieur Vial. Je suspends 10 minutes. La séance est suspendue. La séance est reprise. Monsieur Vial ? Oui, Monsieur le Président, ce qui vous est proposé, c'est peut-être que l'on puisse se prononcer sur l'amendement rectifié de Madame Joannou, de telle sorte que, en fonction du vote, les deux autres tomberaient. Voilà. Bien, si j'ai bien compris, vous demandez la priorité sur l'amendement 31 rectifié bis. C'est cela ? Absolument. Merci. Donc, je demande l'avis au gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit il y a quelques minutes, à savoir que nous connaissons... C'est l'avis sur la priorité, hein, Madame la Ministre. Oui. Merci. Oui, oui. Oui, mais j'essaye de construire mon propos. Donc, je ne répéterai pas ce que j'ai dit précédemment, à savoir que nous connaissons l'état aujourd'hui de cette prostitution qui, à 97%, fait partie des réseaux de traite humaine, avec des conséquences extrêmement lourdes sur la santé physique et psychologique des personnes en situation de prostitution. Je note évidemment cet amendement. Je tiens à dire qu'il n'est pas satisfaisant par rapport à l'objectif proposé par les amendements précédents et qu'il, certes, crée une légère avancée, mais qui ne résoudra pas, c'est-à-dire la capacité pleine et entière des moyens qui nous seront donnés pour justement lutter efficacement contre les réseaux et en même temps permettre justement à ce que ces femmes, en majorité des femmes, puissent être respectées. Et encore une fois, je ne suis pas sûre du coup que le message soit extrêmement clair en disant que l'achat d'un acte sexuel est une violence et que l'achat d'un acte sexuel crée aussi l'entretien de ces réseaux. Néanmoins, je note une avancée, donc je donnerai un avis du gouvernement qui est la sagesse. Êtes-vous d'accord, Madame la Ministre, sur la priorité demandée par Monsieur Vial ? Ce n'est pas un sous-amendement, c'est un amendement rectifié. Rectifié bis. Donc vous donnez la priorité ? Oui, bien, merci. Donc l'avis de la Commission. Je vais donner plutôt, si vous permettez, Monsieur le Président, non pas l'avis de la Commission, parce qu'on ne s'est pas réunis, mais mon avis personnel en tant que rapporteur de la proposition de loi.
C'est un avis négatif, Madame Joanneau, sur votre sous-amendement, parce que si on parle de message, qu'est-ce que cela voudrait dire? Il y aurait une prostitution sous contrainte qui serait inacceptable et dont le client, l'acheteur, serait pénalisé, et puis il y aurait une autre prostitution, et là, il n'y aurait pas pénalisation. On peut pas, enfin, moi, je ne peux pas accepter ça, même si j'entends bien par votre proposition, enfin, sous-amendement, l'idée d'en sortir. Et je suis d'accord avec vous pour dire que ce serait difficile, après toutes nos heures de discussion, d'en arriver là, à la non-pénalisation du client. Mais non seulement je pense que le message ne serait pas clair, il ne serait pas juste non plus pour les personnes prostituées. Et puis je considère que nous en sommes, nous, au début de notre examen de proposition de loi au Sénat. Et je compte bien sur la navette qui, je l'espère, pourra aussi participer à une clarification. Donc c'est un avis défavorable, selon moi. Bien. Donc, avis défavorable. Y a-t-il des explications de vote? Madame Gontier-Morin. Madame Joanneau, tout à l'heure, c'était sur l'ordinaire, et là, il est rectifié. Voilà. C'est pour cela que j'ai demandé l'avis de la commission. Madame la ministre avait donné son avis auparavant, et donc je mets en explication de vote, et je donne la parole à Madame Gontier-Morin. Oui, nous voterons contre cet amendement rectifié. Je crois qu'il faut bien évidemment, pour se faire une opinion dessus, aussi, indépendamment de ce qu'a dit ma collègue Laurence Cohen tout à l'heure, le replacer dans le contexte de l'état de ce que nous avons déjà voté et modifié dans la loi jusqu'à maintenant, c'est-à-dire quand même la remise en selle du racolage, la remise en cause de l'automaticité, le délai qui pour l'instant est maintenu à 1 an, mais qui l'a été à un poil, si je puis m'exprimer. Et donc, dans ce contexte, l'introduction de la notion de contrainte résonne comme un pis-aller, une sorte de compromis, et surtout, il accrédite l'idée, comme cela vient d'être dit, qu'il y aurait un certain pourcentage de prostituées qui le feraient de gaieté de cœur et sans contrainte, alors que justement tout le débat a montré que la plupart d'entre elles le font sous contrainte de réseau, de traite, et que beaucoup d'autres aussi, même si elles ne sont pas sous l'effet d'un réseau, le font aussi parce qu'elles sont contraintes économiquement d'y avoir recours. Encore une fois, je ne connais pas une femme qui ne m'ait pas dit in fine, oui d'accord, je fais ça parce que je l'ai choisi, mais qui quelque part finit par dire, mais quelle mésestime de moi. J'ai même vu des prostituées qui le cachaient à leurs enfants. On a eu des témoignages. Donc voilà, pour toutes ces raisons, écoutez, nous voterons contre. Merci, Madame Gontier-Morin. Y a-t-il d'autres explications de vote? Bien, j'ai été saisi donc d'une demande de scrutin public par le groupe UMP sur l'amendement numéro 31 rectifié bis. Je vous rappelle l'avis de la rapporteure, de Madame la rapporteure, qui est défavorable. L'avis du gouvernement qui est une sagesse plutôt défavorable, si j'ai bien compris, Madame la ministre. Donc il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Voici le résultat du scrutin numéro 113 sur l'amendement numéro 31 rectifié bis, appelé en priorité. Nombre de votants 333, nombre de suffrages exprimés 319. Pour l'adoption 14, contre 305. Le Sénat n'a pas adopté. Je reviens donc sur l'amendement numéro 3 rectifié bis qui avait été présenté par Madame Cohen. Je le mets aux voix. Il y a une demande de scrutin public, donc identique sur le 3 rectifié bis et sur le 12 rectifié bis à la demande du groupe UMP.
L'avis de la commission, je rappelle, a été défavorable. L'avis du gouvernement, favorable. Il va donc être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 de notre règlement. Personne ne demande à... Plus personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. Bien, donc voici le résultat du scrutin numéro 114 sur les amendements identiques numéro 3 rectifié bis et numéro 12 rectifié bis. Nombre de votants 331, nombre de suffrages exprimés 296, pour l'adoption 107, contre 189. Le Sénat n'a pas adopté. L'article 16 donc reste supprimé. L'article 17, 3 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Un amendement numéro 4 rectifié bis, c'est Madame Laurence Cohen qui le présente. Moi, sur est-ce que ça ne tombe pas l'article 17 à partir du moment où l'article 16 est tombé? Bon. Si vous vous mettiez, si vous êtes d'accord. Ouais, c'est pas une histoire d'être d'accord. Moi, je suis pour la sensibilisation des clients et donc un stage de sensibilisation me semble le bienvenu. Mais j'ai l'impression que dans la logique législative, il n'y a plus d'objet de le mettre. Mais bon, si on le met, on le met. Hein. Je le défends. Réglementairement, on doit le mettre. Je demande l'avis de la commission. Oui. Pardon. Oui, de manière cohérente avec le rétablissement, enfin la suppression, enfin la non-pénalisation du client, puisque cet article était en complément de la pénalisation, donc par cohérence, cet article tombe. Donc, les amendements sont retirés. D'accord. Donc, il tombe puisque c'est unanime. Nous en venons maintenant à l'article 4 qui avait été précédemment réservé, avec 2 amendements identiques faisant l'objet d'une discussion commune. On va dire pareil. Et c'est pour cela qu'il avait été réservé. Je mets aux voix l'article 18, qui est pour. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Et j'ai omis de mettre aux voix l'article 4. Qui est pour? C'est les amendements qui sont tombés. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. L'article 19, là, il est supprimé. Je mets aux voix l'article 20. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le 21, la suppression est maintenue. Et sur l'intitulé de la proposition de loi, 2 amendements identiques. Le 5 rectifié, Madame Cohen.
Écoutez, le problème, c'est que nous voulions effectivement modifier l'intitulé en logique et en cohérence avec ce qu'on a défendu au niveau de mon groupe depuis le début, c'est-à-dire la lutte contre le système prostitutionnel. À partir du moment où, ici au Sénat, la proposition de loi a été carrément dépecée de son sens en réintroduisant le délit de racolage et en ne réintroduisant pas la pénalisation de l'acte sexuel tarifé, il était peut-être un peu vain de maintenir un amendement pour modifier l'intitulé de la loi. Parce que les moyens ne sont pas donnés pour lutter contre le système prostitutionnel. Donc nous retirons notre amendement. Merci Madame Cohen. Madame Meunier, sur le 20 rectifié bis. Madame Blondin. Même chose, Monsieur le Président, parce qu'il y avait un parcours de sortie et un projet d'insertion sociale et professionnelle, donc voilà. Donc il est retiré. Madame Meunier, vous avez demandé la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Dans la mesure où il n'y a plus de pénalisation du client, dans la mesure on ne peut plus parler de système prostitutionnel puisqu'il y a une dualité entre proxénète et personnes prostituées. Donc je pense qu'il faut retirer, en tout cas ça n'a plus lieu d'être. Bien, Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président. Ce seront mes derniers mots. Je regrette effectivement que nous puissions changer le titre de cette loi, puisque au final, ce qui ressort des débats et des votes fait que, effectivement, ce n'est pas la lutte contre le système prostitutionnel, mais le statu quo qui est décidé ce soir. Nous en avons une analyse précise, je l'ai déjà dit. Donc, mais je tenais aussi à remercier les unes et les autres de leur participation au débat. Mais malheureusement, je regrette que nous n'ayons pas les outils nécessaires pour lutter contre le système prostitutionnel, pour permettre justement aux prostituées de sortir de cette situation de violence, de contrainte. Mais tout cela se fait sous les yeux des Françaises et des Français. Merci. Merci Madame la Ministre. Madame Meunier. J'aurais souhaité une suspension de séance maximum 10 minutes, s'il vous plaît. Vous l'avez, Madame Meunier. La séance est suspendue pour 10 minutes. La séance est reprise. J'y passe la parole. Bien, je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Monsieur Requier. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le groupe RDSE regrette que le statu quo dégagé par la commission spéciale n'ait pas été respecté. Il s'agissait d'un bon équilibre. Nous rappellerons une nouvelle fois, comme l'a fait mon collègue ami Guillaume Arnell, dans la discussion générale, plusieurs principes sur lesquels nous fondons notre position, tout à la fois au délit de racolage passif et à la pénalisation du client. Le bilan du délit de racolage passif est désastreux. 12 ans après sa mise en place, ce délit n'a pas réglé les problèmes qu'il prétendait cibler. Il a engendré, à contrario, des effets pervers tels que l'aggravation de la précarité des personnes prostituées et le renforcement des réseaux mafieux. Il aurait mieux fallu à ceux qui souhaitaient le conserver retravailler sa définition, car aujourd'hui, l'absence de définition précise du racolage passif permet l'arrestation de toute personne sur la seule base de la tenue vestimentaire. Comme cela a été rappelé, cette double peine qui touche la victime qui séduit la prostitution favorise la stigmatisation des prostituées. La réduction des chiffres de la prostitution ne figure même pas parmi les bienfaits attendus de cette infraction. Ainsi, le nombre des personnes mises en cause pour racolage par la police municipale n'a cessé de baisser depuis 2003. En 2004, 3 290 personnes prostituées étaient mises en cause. Ce chiffre est passé à 1 800 en 2008 et à 1 340 en 2009. À Paris, le taux de déferrement n'a cessé de diminuer.
passant de 38% en 2005 à 0% en 2009. Le phénomène n'a donc pas disparu, il est seulement caché dans ses apparitions par l'éloignement des prostituées hors des centres urbains. Les nuisances urbaines ont certes diminué, mais à quel prix? Celui de la santé et de la sécurité des prostituées, je l'ai dit tout à l'heure, qui sont susceptibles d'être victimes d'agressions et d'attaques, voire de chantage de la part d'individus mal intentionnés. La logique répressive est un contresens. Il est impossible de rétablir le délit de racolage passif tout en créant un accompagnement social et sanitaire pour des prostituées auxquelles l'on confère le statut de délinquant. Nous regrettons ainsi que le Sénat ait rétabli d'une courte voix, d'une seule voix, par 162 contre 161, le délit de racolage passif qui a fait preuve de son efficacité. C'est une pure mesure d'affichage aux effets pervers avérés. Nous saluerons, à contrario, le maintien de la suppression de la pénalisation des clients dans une logique de parallélisme des formes. L'initiative a été prise par la Suède en 1999, mais elle n'a pas été suivie d'effets espérés miraculeux. Cela a été rappelé. Une professeure d'université a même écrit un article intitulé « Prostitution, Stockholm, la ville où le client est invisible ». Le raisonnement des abolitionnistes est simple. Tarir la demande, c'est abolir la prostitution. Si nous partageons l'objectif de cette analyse, nous ne partageons pas pour autant son essence pour des raisons de bon sens et de prise en compte de la réalité. La prostitution ne sera pas abolie par ce canal, mais elle sera rendue encore plus précaire. Pénaliser les clients, c'est exposer les prostituées à la violence, de la même manière qu'avec le délit de racolage passif qui a fait long feu. Toutes les associations féministes le répètent, Elisabeth Badinter, mais aussi l'ancien garde des Sceaux et sénateur Robert Badinter, l'ont également souligné devant notre commission spéciale. Et aucun de cela ne peut être soupçonné de complaisance avec des réseaux mafieux ou même de naïveté sur la condition sociale du client et sanitaire de ces personnes. Donc pénaliser le client est donc très clairement une fausse bonne solution. Ça ne marcherait pas. On ne décrète pas la fin de la prostitution par une décision légale. Il faut mener une politique de prévention et accompagner du mieux possible ceux qui s'y livrent, prostituées, mais aussi clients. Il faut enfin permettre à ces jeunes femmes et à ces hommes qui souhaitent sortir de la prostitution que la puissance publique les protège et les soutienne. Le groupe RDSE salue ainsi l'avancée, certes inégale et insuffisante, sur le plan des mesures sanitaires et sociales, ainsi que sur le plan de la prévention. À l'heure où la prostitution n'est qu'un maillon de la longue chaîne de la traite humaine, et où la proportion des personnes étrangères atteint 90% pour la prostitution sur la publique, l'abolition de la traite humaine, plus généralement, ne peut résulter que d'efforts globaux en matière de coopération européenne et internationale, afin de tarir les riches filons de la misère exploités par les réseaux mafieux. Enfin, un regret, nous avons peu parlé de la prostitution des mineurs, qui prend des proportions inquiétantes et évidemment inacceptables, et qui nécessiterait un traitement particulier et adapté. Alors, merci mes chers collègues, opposés tout à la fois au délit de racolage passif et à la pénalisation du client, soucieux de nos politiques actives d'aide et de soutien aux prostituées, la grande majorité des membres du RDSE s'abstiendra donc sur ce texte proposé à l'issue des travaux de ce jour en séance publique. Merci Monsieur Ruquier. Madame Cohen. Monsieur le Président, nous sommes au regret au niveau du groupe communiste républicain et citoyen de dire que nous allons voter contre cette proposition de loi parce que, comme j'ai eu l'occasion de le dire, elle a été complètement dénaturée, en ce sens où les 4 piliers ne sont plus présents réellement dans cette proposition de loi. Je vous rappelle qu'il s'agissait de la protection et de l'accompagnement des prostituées, prévention pour sortir de ce système prostitutionnel, lutte contre les réseaux et puis pénalisation de l'acte tarifé, donc responsabilisation du client. C'est pour moi et pour nous un rendez-vous manqué qui entérine, comme l'a fort justement dit Madame la Ministre, un statu quo, ce qui n'est pas acceptable et ce qui, à mon sens et à notre sens, n'aurait pas dû être le signe donné par le Sénat, compte tenu du temps de latence pour qu'il soit enfin mis à l'ordre du jour. Je pense que c'est d'autant plus dommageable que les associations féministes et abolitionnistes ont permis par leur engagement de franchir de nouvelles étapes, c'est-à-dire que la prostitution aujourd'hui n'est plus considérée comme un problème individuel, mais vraiment comme une question sociale, sociétale et politique. Et donc nous avons raté ce rendez-vous en tant que parlementaires, puisque nous avons fait en sorte qu'il y ait un
un espèce de retour en arrière, 10 ans en arrière, en réintroduisant, même à une voix près, mais en réintroduisant la pénalisation des prostituées, en les considérant comme des criminels, puisqu'on a réintroduit le délit de racolage, et en refusant de pénaliser l'acte sexuel tarifé, qui reste pour moi un moyen de responsabiliser le client, même si effectivement, à lui tout seul, il n'est pas suffisant. Et je suis particulièrement choquée de voir qu'il y a tant de blocages quant à cette responsabilisation du client, tant d'entêtement à vouloir considérer que finalement, il n'est pas acteur du système prostitutionnel, tant d'entêtement aussi à ne pas voir concrètement que la prostitution est une violence extrême infligée aux femmes, que les prostituées sont majoritairement entre les mains de réseaux qui sont extrêmement violents, qui drainent énormément d'argent, puisque la prostitution est un marché juteux, comme sont les ventes d'armes et la drogue, et que je trouve que nous n'avons pas été à la hauteur au niveau du Sénat de cette réalité, de cette violence, et que nous n'avons pas donné le message qui s'imposait et que les prostituées majoritairement attendaient. Et c'est pour toutes ces raisons-là que nous ne pouvons pas voter cette proposition de loi, alors que nous étions en soutien, en renfort à la proposition de loi proposée par le gouvernement et votée à l'Assemblée nationale. Je veux réaffirmer ici, parce qu'il faut bien s'écouter les uns les autres, ce que j'ai essayé de faire, c'est que la position que je défends n'est pas une position moralisatrice, ni personnelle, ni au nom de mon groupe. Je trouve que nous n'avons pas mis en avant le fait, et pourtant les études récentes, nous n'avons pas suffisamment pris en compte que le client de la prostitution, c'est monsieur tout le monde, et qui en fait lui-même est victime d'un formatage social où la masculinité, la virilité passe par la domination. Que la société dise au client que le corps n'est pas une marchandise, doit permettre à ce client de se responsabiliser, voire à envisager son rapport aux autres d'une façon différente et certainement plus libératrice aussi pour lui. Pénaliser le client serait donc pour moi un acte fondateur d'une nouvelle liberté pour les femmes et les hommes, en aidant à libérer les uns comme les autres du système prostitutionnel, afin d'avancer sur le chemin d'une société d'émancipation humaine. Donc, on est bien loin de choix moralisateurs. Donc, pour toutes ces raisons, pour ces rendez-vous manqués au niveau du Sénat, mon groupe votera contre cette proposition de loi telle qu'elle nous est présentée aujourd'hui. Merci, Madame Cohen. Madame Lepage. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Ce texte est issu d'un long travail parlementaire commencé en septembre 2010 par les députés Daniel Bousquet et Guy Geoffroy. Il a donné lieu à de nombreux débats où chacun a pu intervenir. Les personnes prostituées, les associations spécialisées, les pouvoirs publics, la presse, les clients et l'ensemble de la population. Et jusqu'à présent, il dépassait les clivages politiques. Aujourd'hui, le texte sur lequel nous devons nous prononcer n'a plus grand-chose à voir avec celui sur lequel nous avons travaillé. Et les mots de François Hollande résonnent bien étrangement. Je cite, « La prostitution est une des expressions les plus frappantes de ces inégalités et violences qui perdurent dans notre société et dans le monde. Si chacun est libre de disposer de son corps, les droits humains et la dignité humaine sont incompatibles avec le fait qu'une personne ait le droit de disposer librement du corps d'une autre personne parce qu'il a payé. » Fin de citation. En effet, notre Assemblée a opéré un véritable rétropédalage. Seule est coupable la personne prostituée, c'est-à-dire dans près de 90% des cas, la femme exploitée par un réseau international de proxénétisme. Le client, dont la demande explique justement l'asservissement de cette femme, est lui blanc comme neige, on marche sur la tête. La prostitution n'est pas le plus vieux métier du monde, comme le répètent certains. En revanche, c'est bien l'une des activités les plus violentes du monde et l'expression de domination multiples. Or, notre rôle de législateur est un moyen de pallier, autant que faire se peut, les inégalités et les rapports de domination.
Je ne puis cautionner une entreprise d'avilissement de la personne humaine, d'exploitation commerciale de la précarité, de rapports marchands fondés sur la domination. Et je me refuse à assimiler la prostitution à une ultime liberté des femmes à disposer de leur corps, sordide cache-sexe bien utile à ceux qui ne souhaitent pas œuvrer à une société plus égalitaire et progressiste. N'oublions pas, comme le rappelle Françoise Héritier, que, je cite, « dire que les femmes ont le droit de se vendre, c'est masquer que les hommes ont le droit de les acheter ». Je réfute tout autant l'accusation si commode de mère la morale liberticide. La sexualité de chacun, au sein de sa vie privée, a les meilleures raisons d'être multiple, variée, originale, dès lors qu'elle est libre et s'accompagne donc d'un désir partagé. Dans ce domaine aussi, nous avons droit à d'autres rapports que ceux guidés par la loi du plus fort. Nous devions vivre un moment important, manifester la volonté du Sénat de répondre aux aspirations de la société. Vous avez pu lire, encore hier d'ailleurs, de nombreuses tribunes signées par des médecins, des associations d'aide aux victimes et de lutte contre les violences sexuelles et sexistes qui témoignent de la violence intrinsèque de la prostitution, mais aussi des tribunes signées par des intellectuels, des jeunes, des mouvements syndicaux, plus de 200 maires et conseillers municipaux qui demandent une dépénalisation des prostituées et une responsabilisation des clients. La proposition de loi sur laquelle nous devons nous prononcer est dénaturée et tourne le dos à la conception française abolitionniste vieille de plus de 50 ans. Les débats se sont focalisés sur la pénalisation du client et voilà le navrant résultat. Par son adoption, nous enverrions un message des plus rétrogrades à toutes les prostituées et à nos voisins européens, y compris ceux qui ont fait le choix de la réglementation et en estiment aujourd'hui le désastreux bilan en termes de développement des réseaux et de précarisation des prostituées. La mise en place du parcours de sortie de la prostitution et la volonté réitérée de lutter contre les réseaux conduiront cependant la majorité du groupe socialiste à s'abstenir, mais à titre personnel, je voterai contre le texte. Merci, Madame Lepage. Madame Meunier. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, moi aussi j'ai un goût amer en prononçant ces quelques mots pour expliquer mon vote. Je m'exprime à titre personnel. Autant je me réjouissais dans la discussion générale du vote qui allait se faire, qui allait grandir et qui allait nous faire grandir sur une question difficile, certes, mais qui, comme cela a été dit, participe aux questions d'égalité entre les femmes et les hommes. Donc cela a été dit, l'esprit de la loi qui était équilibré, qui avait un message clair et précis à la fois pour les réseaux et les proxénètes, pour les personnes prostituées et pour les clients. Eh bien, ce soir, après les votes qui ont eu lieu, n'est plus du tout dans cet équilibre. Donc j'en suis bien déçue, très attristée, et plus qu'un statu quo, moi j'y vois une régression et un recul qui nous fait revenir aux années 2003. Donc un goût amer qui me fera ne pas voter ce texte. Mais je veux être positive, constructive, et je me dis que dans son parcours, le parcours de ce texte, première lecture aussi au Sénat, tout n'est pas perdu. Moi, je crois et je veux croire que nos collègues à l'Assemblée nationale retrouveront le texte originel avec notre concours, Monsieur le Président de la Commission spéciale, car je pense que nous ne baisserons pas les bras. D'une manière ou d'une autre, nous retrouverons contact sur ce texte pour le faire progresser dans l'intérêt général et surtout en faveur des personnes prostituées, parce que ce que je veux dire aussi, c'est que par nos votes,
Je doute aussi des mesures et de la mise en œuvre des mesures que nous avons décidées pour l'accompagnement et la protection des personnes prostituées. Et donc, en cela, je ne voterai pas et je voterai contre ce texte qui sort de nos débats, hélas, qui ne reflète pas du tout le travail effectué depuis ces derniers mois. Merci, Madame Monnier. Monsieur le Président de la Commission spéciale. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, et sans vouloir rallonger les débats, un mot. Il a été effectivement exprimé par beaucoup une déception de voir effectivement le point auquel nous aboutissons au terme de ces nombreux échanges. Je peux dire d'ailleurs que pour partie, je rejoins, même si mon groupe prendra une position différente, les propos exprimés par Madame le rapporteur, puisque lors des nombreux échanges qu'il y a eu, autant sur le rétablissement du délit de racolage que sur la pénalisation du client, nous avons vu les nombreuses expressions qui ont été avancées et qui montrent que, de toute évidence, malgré le travail important qui a été fait par la mission spéciale, nous sommes aujourd'hui sur, je ne dirais pas une confrontation, un affrontement dans des positions différentes, car nous avons vu que sur beaucoup de points, notamment l'essentiel, c'est-à-dire essayer à défaut d'éradiquer, de pouvoir s'engager résolument dans la voie de l'attaque des réseaux, de ce que cela représente, il y a du travail devant nous pour que, autant sur ce que nous avons soulevé dans le cadre du rétablissement du délit de racolage. C'est pour ça que j'ai quelques difficultés quand j'entends parler qu'on fait des prostituées des criminels. Non, les mots ont un sens, et en matière pénale, est criminel celui qui fait un crime. Voilà, et que je sache, le délit de racolage est un délit. Mais il faut donner aux mots le sens qu'ils ont, surtout quand on parle d'infraction, de délit et de crime. Voilà, donc je l'indique parce que les échanges, je crois, ont été de bonne qualité. Et je vous le dis très sincèrement, Madame la Ministre, il y a sur beaucoup de mesures des oppositions qui se sont faites, non pas tant dans le fond des mesures que dans la portée qu'il était attendu de celles-ci. Et je crois qu'effectivement, cela a été dit, nous sommes dans un texte qui n'est pas sous le coup de l'urgence et qui pourra bénéficier d'un aller-retour avec l'Assemblée nationale. J'espère que sur beaucoup de points qui ont été évoqués ce soir et sur lesquels nous avons vu leur insuffisance, voire leur faiblesse, nous pourrons progresser. Cela étant, c'est une étape et donc le groupe UMP se prononcera favorablement à ce texte en espérant que les débats qui suivront, y compris, pourquoi ne pas envisager des discussions avec l'Assemblée nationale sur un sujet aussi fondamental qui est celui de l'honneur, de la condition humaine, sur lequel il faut que nous puissions avancer ensemble. Merci, Monsieur le Président. Y a-t-il d'autres explications? Madame Benbassa. Merci, Monsieur le Président. Ce texte de loi, s'étant trompé de cible dès le début, a fini sous une forme prohibitionniste. C'était son sort. Si nous voulons aider à l'émancipation des femmes, il faut leur donner la possibilité de le faire, en s'attaquant, par exemple, avec vigueur au réseau, en investissant des fonds suffisants pour aider celles qui veulent sortir de la prostitution et en prévoyant en amont l'éducation des jeunes à l'égalité femmes-hommes et surtout en faisant de sorte que l'inégalité sociale n'aboutisse pas à l'exercice de la prostitution. Ni la répression, ni la vertu, comme vous le savez, n'ont jamais réglé la question de la pauvreté ni de la misère. Mon groupe ne votera pas ce texte détricoté. Merci. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Les derniers mots, pour résumer la situation de ce texte à l'issue des débats. Eh bien, les prostituées sont toujours des personnes délinquantes. Le client est toujours roi. Les réseaux ont de belles heures devant eux, malgré le travail acharné de nos forces de l'ordre et aussi de nos représentants de la justice. Quant au gouvernement,
eh bien, il continue à travailler. Il continue à travailler auprès des associations que je tiens à saluer ce soir. Ces associations qui vont continuer à faire un travail difficile avec des personnes qui ont peur, qui se cachent et qui ne pourront pas, dans ces conditions, et parce que le statu quo a été décidé encore ce soir, ne pourront pas bénéficier avec les meilleures dispositions, même de ce que vous avez voté dans les avancées d'accompagnement en termes sanitaires et sociaux. Donc je remercie, permettez-moi aussi de remercier l'ami prof à mes côtés qui travaille aussi sur ces questions. Et encore un salut aux associations, merci de ces débats. Et en tous les cas, c'est bientôt une nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, j'imagine, avec de nouvelles avancées. Merci, Madame la Ministre. Je mets donc aux voix l'ensemble de la proposition de loi dont la commission spéciale a ainsi rédigé l'intitulé. Proposition de loi visant à la lutte contre la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle, contre le proxénétisme et pour l'accompagnement des personnes prostituées. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe UMP sur l'ensemble de la proposition de loi. Il va donc être procédé au scrutin public. Voici le résultat du scrutin numéro 115 sur l'ensemble de la proposition de loi. Nombre de votants 335, nombre de suffrages exprimés 209, pour l'adoption 165, contre 44. Le Sénat a adopté. Voilà, vous avez donc pu suivre l'examen et le vote de la proposition de loi sur la lutte contre le système prostitutionnel, un texte profondément modifié par les sénateurs puisqu'ils ont supprimé la pénalisation du client et réintroduit le délit de racolage. Le texte devrait maintenant repartir en deuxième lecture à l'Assemblée nationale.